Donc, on va être prêt dans quelques secondes à souhaiter la bienvenue à notre prochain conférencier, Nicolas Ray. Nicolas est PDG de MREX. Il a fait ses études au bac et postgrad à des universités telles que l'Université Laval et les Extension Schools du Collège Medical de Harvard University. Nicolas a su bâtir son expertise en immobilier durant la dernière décennie, à la fois comme ex-dirigeant de Ray Harvey, une firme conseil en investissement immobilier, et comme PDG de MREX. MREX, quant à elle, c'est à la fois une entreprise technologique spécialisée en investissement immobilier et supportée par la BDC, en plus d'être un institut de formation pour les investisseurs immobiliers. Déjà, plus de 2000 investisseurs ont franchi les portes du collège de la MREX, soit par l'entremise des différents programmes de formation ou d'événements ad hoc comme le Forum des investisseurs immobiliers du Québec. Nicolas est avec nous, puis il va nous parler aujourd'hui de comment le multilogement s'est comporté durant la crise financière de 2008 et versus les autres classes d'actifs en immobilier. Et quoi faire également si vous avez actuellement des immeubles locatifs ou si vous vous apprêtiez à acheter un immeuble. Super. Alors, bonjour tout le monde et merci beaucoup d'être là présentement. Alors, j'ai passé un bon moment cette semaine et jusqu'à ce matin pour vous préparer cette présentation, cette formation, si on veut, sur comment le multilogement s'est comporté durant la crise financière de 2008, surtout versus les autres types d'actifs immobiliers. Donc, l'immobilier commercial, l'immobilier résidentiel, l'immobilier industriel, les tours à bureaux, ces choses-là. Parce que je pense que c'est une question qui semble être revenue souvent dernièrement depuis le début de la pandémie. Alors, à ce niveau-là, bien sûr, en creusant dans les chiffres, dans les graphiques, dans les chartes, j'ai décidé d'aller plus loin en 2008 finalement. J'ai inclus également la crise de 2001, donc le dot-com crash qui a été causé par la bulle des actions boursières technologiques, pour essayer de vous donner un peu plus de perspective. Puis pour ceux et celles qui m'ont écouté cette semaine dans les différents webinaires que la MREX a organisés, je l'ai répété à de maintes reprises, c'est important de maintenir votre perspective. Parce que la première chose qu'on perd en période de crise, en période de crash, en période de fluctuation, si on veut, dans les valeurs ou dans les marchés ou dans les cycles de marché, c'est toujours la perspective qu'on a. Puis ça, c'est important comme investisseur immobilier de garder son calme, de prendre un pas de recul, puis vraiment d'essayer de rester dans une position stratégique, puis de ne pas être trop réactif. Quand on est trop réactif, souvent, c'est là qu'on va faire des erreurs parce quand on est dans la réaction, on agit souvent par les émotions et malheureusement, l'émotion qui nous fait le plus réagir, c'est la peur. Donc, on veut être capable d'atténuer, si on veut, cette peur-là. Je pourrais être sûr que tout le monde m'entend. Est-ce que vous pouvez écrire dans les commentaires YouTube que vous m'entendez bien, vous voyez tout bien? Comme ça va garantir que tout va bien. Yes, excellent. François Bégin est déjà là-dessus. Donc, alors, je n'ai pas besoin d'aller dire qui est Nicolas Ray, c'est quoi MREX. François Bégin a fait un excellent travail là-dessus. Merci, François. Alors, plan de match durant cette heure, on va regarder vraiment au niveau de la crise de 2001. Comment la crise de 2001 a affecté justement l'immobilier, multilogement et les autres types d'immobilier. Ensuite, la crise de 2008. Et finalement, tout ça pour aller vers des options, des stratégies ou ce que je suggère faire si j'étais à votre place. Si vous possédez présentement des immeubles, et finalement, pour les gens qui ne possèdent pas encore d'immeubles, mais qui allaient en acheter, ou même les gens qui en possèdent et qui allaient en acheter, si vous étiez en phase d'acquisition, si vous pensiez faire des acquisitions dans la prochaine année, vous allez trouver ça fort intéressant. Je mets des petits teasers là, pour vous agacer un peu. Ça fait 3 ans qu'MREX bâtit de la technologie. On investit massivement des centaines de milliers de dollars en recherche et développement, en data, pour bâtir éventuellement une technologie qui va vous aider à mieux investir finalement. Et là, je vous donne des petits screenshots de la technologie qui est sur le point de sortir. Moi, j'ai cette application-là directement sur mon téléphone depuis l'automne. Elle fonctionne très bien et vous allez pouvoir en profiter bientôt. Je pense que ça va vous aider à travers justement ce moment de crise-là. Donc, je mets ça juste pour vous agacer un peu.
Alors, la chose qui est importante à comprendre en investissement immobilier, c'est à quel point que l'immobilier, comme la bourse, comme l'économie, comme le cycle de crédit, tout est cyclique en fait. C'est important à comprendre que tout est cyclique parce que du moment que vous comprenez que c'est cyclique, on est capable aussi de comprendre que ce qui est arrivé en 2001, en 2008, ce qui est en train d'arriver présentement, c'est normal, en fait. Il n'y a aucune raison d'avoir peur, puis de monter dans les rideaux, puis de commencer, en bon québécois, à capoter. C'est cyclique. C'est pareil comme les saisons, c'est pareil comme la température, c'est pareil comme les journées, le jour, la nuit. Et c'est surtout pareil comme nous, les êtres humains. L'être humain est un animal cyclique. J'ai fait mes études, moi, en médecine préventive. Une des premières choses qu'on apprend, c'est justement l'homéostasie. L'homéostasie, c'est le bon maintien de tout ce qui se passe au niveau de nos systèmes. Mais on se rend compte que ce n'est pas quelque chose qui reste toujours pareil. C'est vraiment cyclique. Pensez au rythme circadien. C'est les rythmes qui font en sorte que vous êtes réveillé le matin, mais que le soir, on a envie de se coucher. Et ces rythmes-là affectent notre psychologie, les saisons affectent notre psychologie, et donc c'est normal que l'immobilier est cyclique, et c'est normal que la bourse est cyclique, parce que ces choses-là sont dirigées par des êtres humains qui ont ultimement des psychologies cycliques. Si vous voulez lire des choses intéressantes là-dessus, tous les livres de Robert Shiller, de Howard Marks sur l'économie comportementale, donc comment que la psychologie ultimement affecte l'économie, ça peut vous aider énormément dans votre perspective et votre philosophie d'investissement. Donc, je voulais commencer par regarder un peu les différents cycles qu'on a eus, les différents crashs qu'on a eus, les récessions et les impacts que ça a eu sur le PIB, donc le produit intérieur brut, ce qui est GDP en anglais, sur les permis de construction de multilogements et sur les taux de vacances ultimement dans les logements. Alors, j'ai sorti quelques récessions ici de la source venant de RLC LCO, qui est une grosse firme conseil en investissement immobilier aux États-Unis. Et on voit justement qu'il y a eu différents cycles. Donc, c'est sûr que ceux que j'ai regardés davantage étaient celui de 2001. On le voit qu'il y a eu un changement au niveau du PIB vraiment mineur. Le crash de 2001, ça a été un crash vraiment causé par les actions technologiques à la bourse, donc ce qu'on appelait le dot-com bubble, et aussi, bien sûr, le 11 septembre. Donc, ça a été une récession qui a été brève et qui n'a pas été très profonde. Donc, on voit le PIB n'a pas vraiment changé. Les permis de construction au niveau du multilogement, il y a eu une petite drop de 5 % qui n'est vraiment pas grand-chose. Le taux de vacances était à 8,4 %. Bon, le taux de vacances est à 8,4 %. On va voir plus tard dans ma présentation. Il n'y a pas vraiment eu une grosse affectation. En 2008-2009, on voit, par exemple, il y a eu un immense changement au niveau du PIB, une perte de 4 %, c'est vraiment beaucoup, et 61 % de réduction de permis de construction pour des blocs appartements. Et finalement, le taux de vacances a monté jusqu'à 11 %, surtout aux États-Unis. Il faut faire attention parce que le multilogement, c'est très régional. Hein? C'est très géographique et régional. Et même si, exemple, en Amérique du Nord, il y a eu un taux de vacances globalisé de 11 %, il y a eu des endroits, des villes, des RMR, donc des régions métropolitaines de recensement, où le taux de vacances, finalement, n'a pas bougé et a même augmenté à cause, justement, de la pression qui est arrivée, finalement, des pertes de maisons. Bref, c'est arrivé davantage aux États-Unis, mais je pense que c'est important de regarder qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, bien sûr, parce qu'on a un plus grand échantillon à étudier et ultimement, le Canada fonctionne un peu comme au niveau marché immobilier, un peu comme les États-Unis, peut-être avec un peu moins de fluctuations, mais ces temps-ci, on se rend compte que c'est peut-être pas nécessairement le cas. Alors, on voit ici que 2008-2009 a été également la récession, la pire récession depuis 1930. Là, présentement, il y a certains gens qui disent que ce qu'on va vivre présentement va être pire que 2008-2009. Ça reste à voir, comme Joanie disait tout à l'heure. C'est vraiment au jour le jour. C'est difficile de faire des pronostics parce que les choses changent tellement rapidement. Également, la semaine passée, j'ai écrit un article, un peu comme Joanie a fait, sur comment l'immobilier allait être affecté.
Et en écrivant l'article, il a fallu que je change un paquet de choses, juste avec les annonces qui sont arrivées pendant les 2 jours que j'écrivais l'article. Donc, c'est ça. Alors, le crash.com, c'était la crise de 2001, donc la bulle techno. C'était une petite crise. Et comparé à la plupart des récessions de l'histoire, comme je disais tout à l'heure, la récession de 2001 a été relativement brève et vraiment peu profonde. Donc, même la plupart des gens au Québec, on ne l'a même pas senti, cette récession-là. On l'a plus ressenti, en fait, à cause du 11 septembre plutôt que du crash du dot-com. Donc, on l'a vu, la crise de 2001 a causé une baisse de PIB vraiment insignifiante, si on veut. Puis, il ne faut pas oublier aussi, c'est qu'à ce moment-là, aux États-Unis et également au Canada, on venait de vivre la plus grande croissance économique, ce qu'on appelle un bull market. Pour les gens qui s'en rappellent, après la crise du début des années 90, il y a vraiment eu des gros problèmes économiques. Même les propriétaires d'immeubles au Québec, début des années 90, il y en a plusieurs qui ont perdu leurs immeubles. Les banques saisissaient leurs immeubles. Les taux de vacances étaient montés dans les 10-12 %. Les taux d'intérêt étaient montés également dans les 10, 12, 13, 14 %. Et je sais qu'il y a plusieurs propriétaires fonciers au Québec dans les années 92, 93, 94 qui ont perdu leurs immeubles. Et il y a beaucoup de propriétaires immobiliers qui ont ramassé des immeubles pour pas cher, qui sont quasiment fait payer par les banques pour reprendre des immeubles de propriétaires qui étaient peut-être plus téméraires ou qui avaient moins bien géré leur portefeuille immobilier. Donc, après ça, bien sûr, on a une immense croissance qui est arrivée. La deuxième moitié des années 90, ça a été une période hyper importante au niveau de la croissance des valeurs, autant au niveau boursier qu'économique et aussi au niveau de l'immobilier. Ici, on voit l'effet sur les loyers au niveau de la récession de 2001. Encore une fois, le data que je prends, c'est le data des États-Unis parce que malheureusement, au Canada, à ce moment-là, on n'avait pas beaucoup de data. Donc, on était un peu en retard, bien sûr, côté données statistiques au Canada. Donc, on le voit ici, là, la figure, ça s'appelle Cumulative Effects on Rent during and after the 2001 recession. Donc, c'était quoi les effets cumulatifs sur les revenus, sur les loyers, si on veut, de 3 types d'immobilier. Donc, l'immobilier multilogement, qui est en vert foncé, l'immobilier industriel en vert lime, si on veut dire Corona lime, en fait, pour le coronavirus. Blague plate. C'est pas grave, j'aime ça, les blagues plates, pour les gens qui me connaissent. Ensuite, office, donc l'immobilier commercial au niveau des bureaux, on voit que c'est en bleu poudre. Donc, à gauche, ce qu'on voit ultimement, c'est la baisse des revenus, la baisse des loyers durant cette récession-là. Donc, on voit que le multilogement, globalement, en Amérique, a perdu 6,7 % au niveau des loyers. Donc, les loyers ont baissé de 6,7 %. On s'entend que sur un loyer de 500 $ par mois, on parle d'une baisse ultimement de 33 $. Donc, tu n'es pas supposé de perdre ton immeuble parce que tes loyers ont baissé de 33 $. Si c'est le cas, je pense que tu étais vraiment trop leveragé, donc trop de levier, ou que tu as vraiment mal géré tes finances et ton portefeuille immobilier. On voit par contre l'industriel 7,4 et les taux à bureau ont été lourdement affectés, 17,7, ce qui est énorme comme différence. C'est qu'on le voit que le multilogement, au niveau de la récession de 2001, a été beaucoup moins affecté au niveau de la perte des revenus. Ensuite, le deuxième série de graphiques à droite, ça a été quoi la croissance après la récession en haut de les valeurs qu'on avait avant la récession. Donc, exemple, si les loyers moyens multilogement étaient de 500 $ avant la récession, ils ont perdu 6,7 %. Puis après ça, ils ont eu 10 % de croissance en haut du 500 $. Donc, une croissance plus grande en réalité que 10 % à partir de ce qu'on appelle le trough, donc le plus bas des loyers. Alors, on voit que le multilogement a repris non seulement les loyers qu'il y avait avant la récession, mais il y a eu ensuite une croissance de 10 % pour les périodes qui ont suivi cette récession, cette reprise-là. On voit finalement que l'industriel a juste eu une croissance de 4,3 et les bureaux ont une croissance de 5,7. Donc, c'est intéressant de voir que
Le multilogement, à travers ce type de récession-là, parce qu'il y a plusieurs types de récession, a perdu moins de revenus et a eu une plus grande croissance après que les autres types d'immobilier qu'on met sous la bannière de l'immobilier commercial. Très intéressant, surtout si vous êtes un investisseur multilogement. Ensuite, ici, on voit plus d'un point de vue temporel, ça a été quoi, en fait, qui s'est passé. Donc, on voit ici de la période du trimestre 1 2001 à gauche complètement, aller jusqu'à droite complètement de trimestre 1 de 2008. Donc, sur un espace de 7 ans, très intéressant à voir qu'est-ce qui s'est passé. Et ce qu'on voit, c'est qu'en bleu, ciel, c'est la croissance négative. En vert, c'est la croissance pour revenir aux valeurs qu'on avait avant la récession. Et en vert foncé, en vert forêt, c'est la croissance qu'on a eu passé le pic qu'on avait eu avant la récession. Donc, de la pure croissance, si on veut, après la reprise. Et regardez ce qui est intéressant, c'est que le multilogement versus l'industriel et les bureaux, on va au niveau de la croissance négative. Il y a eu 9 périodes, donc 9 trimestres de croissance négative versus 13 puis 15. Donc, j'en ai parlé cette semaine, d'ailleurs, dans les autres webinaires que j'ai faits avec MREX, justement que je m'attendais, dans le pire des cas, à une croissance négative des valeurs immobiliers multilogement entre 5 et 15 trimestres, si je me fie sur les autres cycles historiques. 15 étant vraiment, si on dit que la récession qu'on va vivre présentement, c'est une récession qui est la pire depuis 1930, bien, ça va peut-être aller à 10 à 15 trimestres. Si c'est une récession comme 2008, ben, peut-être un peu moins. Et si c'est une récession comme 2001, bien, là, on voit 9 trimestres. Donc, 9 trimestres, là, on s'entend, c'est 2 ans et demi. Techniquement, là, un investisseur multilogement, tu devrais être capable de t'asseoir sur tes immeubles pendant au moins 2 ans et demi. Fait que techniquement, tu ne devrais pas avoir de pertes, de réelles pertes. Oui, tu auras des pertes papier, c'est-à-dire sur papier, tes valeurs vont dropper, mais ultimement, ton actif devrait reprendre. Puis on le voit, ensuite, ça a pris 7 trimestres, donc même pas 2 ans, pour retrouver les valeurs que les immeubles avaient et les loyers avaient avant le crash. Et ensuite, on a eu 12 trimestres de pure croissance par-dessus les valeurs suprêmes qu'on avait avant cette récession-là. Donc, beaucoup de croissance. Alors, ultimement, ce qu'on voit encore ici, ça confirme ce qu'on croit du multilogement, c'est que le multilogement a perdu moins de valeur. Ça a pris moins de temps pour que le multilogement retrouve sa valeur. Et finalement, le multilogement a eu une plus grande croissance pendant plus longtemps que les autres types d'immobilier commercial. Ensuite, on s'en va vers la grande crise financière. Et je suis désolé pour l'instant, je vois vos questions, je ne les prendrai pas tout de suite, je vais les prendre à la fin parce que sinon, je ne terminerai jamais ma présentation. Alors, la grande crise financière 2008, The Big Short, pour ceux qui ont vu le film, on est vraiment entré dans un nouveau monde. Puis on est entré dans un nouveau monde, pourquoi? Parce que on a commencé à faire quelque chose qui s'appelle l'assouplissement quantitatif. Donc, en français, ça s'appelle, en anglais, ça s'appelle le quantitative easing. On appelle ça souvent le QE, en fait, excusez-moi. C'est là qu'on s'est mis à imprimer de l'argent. La Banque centrale, là, au lieu de juste baisser le taux d'intérêt, le taux directeur, on s'est mis à imprimer de l'argent à quantité faramineuse. Puis les banques centrales se sont mis à acheter finalement des bons du Trésor puis différentes obligations que les banques détenaient pour redonner de l'argent finalement aux banques. Donc, on crée de l'argent de nulle part. Je suis en train de partager d'ailleurs l'article que j'ai écrit dans le chat de YouTube, si jamais ça vous tente de lire ça dans les prochains jours. C'est vraiment un article que j'ai essayé le plus possible de prendre un concept très compliqué et de vous le vulgariser le plus possible et d'amener le lien avec l'immobilier. Donc, on est entré dans un nouveau monde, si on veut. Une petite erreur ici. Qu'est-ce que le TGA? Ça n'a pas rapport. Là. Ça, c'est une autre formation. Alors, la récession de 2008-2009 a provoqué un changement vraiment sans précédent. Et ce que ça a eu, par exemple, c'est que ça a eu un effet bizarre un peu sur l'immobilier commercial.
Le multifamilial ou le multilogement, s'en est sorti beaucoup mieux, en fait, que les autres types de propriétés, encore une fois, comme en 2001. Et en fait, comme la plupart des crashs immobiliers, elle a connu une baisse plus faible des loyers. De souvenir, aux États-Unis, la baisse des loyers était en moyenne d'à peu près 2,8 Karine Vandal, en passant, l'article est à 2 commentaires en haut de toi dans le chat. Ensuite, également, on va passer au prochain. Excusez-moi pour l'image qui est un peu floue. J'essaie de l'agrandir le plus possible pour que vous voyez bien. Donc, encore une fois, c'est un graphique comme tout à l'heure. On voit l'effet cumulatif sur les loyers avant et après la récession de 2008-2009. Donc, là, en plus, on est chanceux, CBRE, qui est la plus grosse firme de courtage en Amérique du Nord, ont sorti également le retail. Donc, le retail, c'est vraiment les centres d'achat, ce qu'on appelle les strip malls, là, les petits centres d'achat avec une dizaine de magasins, là, mais il n'y a pas vraiment d'espace commun intérieur. Donc, là, on a le multilogement industriel, les bureaux et finalement le retail. Donc, on voit que les loyers ont descendu de 7,9 pour le multilogement. Et là, pour les autres types d'immobilier commercial, on voit qu'on est encore dans les doubles digits, là, dans le moins 17,5, moins 17,7, moins 14,1 Donc, on voit qu'il y a carrément, encore une fois, le multilogement a mieux performé, a mieux protégé ses revenus. Je pense qu'on peut attribuer ça au fait que, comme Joanie disait tout à l'heure dans sa présentation, ultimement, le multilogement, c'est un besoin essentiel. Le locatif, c'est un besoin essentiel, même s'il y a bien des groupes de pression qui essaient de dire le contraire, mais le multilogement, c'est un besoin essentiel, comme l'épicerie. Les deux choses, en fait, les trois choses que les gens devraient être capables de se payer en tout temps, c'est bien sûr leur loyer, leur épicerie et finalement leur déplacement, si on a à se déplacer, malgré qu'en ce moment, on n'a pas vraiment à se déplacer, là. Donc, c'est pour ça, généralement, que je crois que l'immobilier multilogement est moins affecté dans ses pertes de revenus, étant un besoin primaire essentiel dans la pyramide de Maslow pour les gens qui ont étudié en psychologie. Tu sais, se loger, se nourrir sont vraiment les besoins les plus primaires. Félix Blanc dit, puis leur Wi-Fi. Oui, effectivement, maintenant, je pense que le Wi-Fi et le cellulaire, je pense que c'est aussi important, ça a l'air, que se loger, se nourrir. Je me demande même s'il n'y a pas des gens, des influenceurs et influenceuses qui vont arrêter de manger avant d'arrêter de faire de l'Instagram puis d'avoir des cellulaires. Donc, là, on revient aux statistiques, assez de folie pour ce matin. On voit que la croissance après le crash de 2008 dans le multilogement a été incroyable. 25,7 de croissance par-dessus la valeur qu'on avait avant la récession. Donc, tu sais, pour les gens qui m'ont entendu, qui m'ont entendu dire que le multilogement, dans les dernières années, dans les 10 dernières années, ça a vraiment été un marché, ce que j'appelais de chimpanzés. Là. Puis, je ne sais pas si les gens voient mes chimpanzés en arrière. Là. J'ai 3 chimpanzés qui sont juste ici. Là. Donc, ces 3 bouffons-là, dans les 10 dernières années, là, ils ont réussi à se monter des beaux parcs immobiliers sans trop faire grand-chose, un peu sur des coins de table, puis sans trop d'éducation, sans trop d'expérience. Parce que c'était l'ère des chimpanzés, on le voit, écoute, la prise de croissance. Et là, je vois qu'Alex Petrovic dit, est-ce qu'on peut vraiment extrapoler ces analyses des USA au Canada? Oui, effectivement, on peut les extrapoler. Le Canada était moins fortement touché par ces 2 crises-là. Donc, j'utilise ces statistiques-là pour, en fait, vous donner un scénario encore pire. Donc, et plusieurs économistes pensent que en réalité, on va être encore plus touché par cette récession-ci que les États-Unis. Il y a un article ce matin qui a été publié par les analystes de PIMCO. Ils ont une armée d'analystes et d'économistes, d'ailleurs. C'est un article très intéressant à lire. Je crois que mon CFO, Christian Bordelot, l'a partagé sur son profil Facebook. Donc, je vous inviterai à lire ça également. Alex, surtout, si tu veux aller lire ça, c'est très intéressant. Donc, oui, on peut extrapoler. Alors, on voit aussi que le retail, donc le commercial, même a jamais récupéré finalement sa valeur avant la récession.
Je pense qu'on peut attribuer ça énormément à l'effet Amazon, puis l'effet Wi-Fi, puis l'effet livraison, Internet et tout ça. On voit que les bureaux, l'industriel a eu encore une croissance, mais assez minime. Donc, on revient à notre timeline ici. On voit au niveau de la récession de 2008-2009, le multilogement, ça a eu encore moins de trimestres de pertes versus 2001. Donc, on voit qu'il y a eu juste 5 trimestres de pertes. Donc, 5 trimestres, c'est 1 an et 3 mois en réalité de perte de valeur, de perte de baisse de revenus. Ça a pris 7 trimestres pour reprendre les valeurs qu'on avait auparavant. Et ensuite, on a eu 29 trimestres de croissance. Écoute, il y a eu tellement de millionnaires qui ont été créés depuis 2011, non seulement aux États-Unis, mais également au Canada. C'est incroyable. Donc, on voit ici, par exemple, l'industriel a perdu de la valeur pendant bien plus longtemps, les bureaux aussi. Et finalement, on voit que le retail, les centres d'achat, le commercial pur a perdu de la valeur pendant longtemps et n'a jamais rattrapé sa valeur, donc est encore un peu au même point. Alors, c'est ça. C'est très intéressant à voir. Je pense que ultimement, la graphique, elle dit tout. Là. Si vous voulez comprendre comment que le multilogement se compare aux autres types d'immobilier, c'est vraiment intéressant. Excusez-moi encore pour le titre, là, TGA. J'ai repris un template de PowerPoint. J'ai manqué une coupe de bout. J'aimais mieux me concentrer sur le contenu. Donc, l'effondrement des logements unifamiliaux de la récession a favorisé effectivement la demande. C'est sûr que c'est pour ça que le multilogement était moins affecté en 2008-2009 qu'en 2001, parce qu'il y a tellement de gens qui ont perdu leur maison, surtout aux États-Unis, un peu moins le cas ici. Aux États-Unis, ça a été vraiment drastique. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur maison, qui sont allés en logement. Ça, j'en ai parlé aussi. Il faut comprendre aussi que dans le multilogement, il y a différentes catégories d'immeubles. Donc, on va appeler ça catégorie A, B, C, D. A étant une construction neuve dans un bon secteur, et B, c'est une construction neuve dans un secteur un peu moins bon, ou une construction récente dans un bon secteur. Donc, construction récente, on parle peut-être de 10-15 ans maximum. C, ça va être plus les immeubles 1970, 1980, en fait, l'ensemble du parc immobilier québécois. C'est pas mal ce qu'on appellerait des immeubles de catégorie C. Et catégorie D, ben, c'est tout ce qui est, en bon français, des chiottes. Des immeubles dans des coins vraiment difficiles, dangereux, très pauvres, des immeubles très mal entretenus aussi, peut-être dans les meilleurs secteurs. Donc, c'est ce qu'on va appeler des immeubles de catégorie D. Généralement, les immeubles de catégorie C et D vont être moins affectés que le A. Le B, ça va dépendre du type de récession. Ensuite, oh, ça, je pensais que j'avais délité ça. OK. Bon, j'ai manqué une couple de slides, j'aurais dû déliter. Alors, maintenant, on sort des statistiques, on rentre un peu plus dans la viande, si on veut. Vous avez déjà un immeuble. Tu possèdes déjà un immeuble. C'est quoi les choses qu'on devrait faire présentement avec l'information qu'on détient aujourd'hui? Parce que, comme on l'a dit, je le répète encore une fois, les informations changent à chaque jour. L'information rentre à compte-gouttes. Le gouvernement procède à des actions. On regarde ce qui se passe au niveau du virus, au niveau de la pandémie. Donc, il faut vraiment faire attention. Aujourd'hui, si tu as déjà un immeuble ou des immeubles, je dirais la chose la plus importante, c'est la gestion du cash flow. La gestion du cash flow, c'est essentiel. Et là, écoute, j'ai écrit beaucoup là-dessus cette semaine. Il y a beaucoup de gens très têtus qui pensent connaître plus que moi dans le domaine. Écoute, c'est correct. C'est à vous de savoir ce que vous voulez croire ou pas croire. Mais ultimement, on sait qu'il y a beaucoup de banques qui ont offert le report de capital ou le report d'intérêt et capital, donc le report carrément de vos hypothèques. Je vous le dis, c'est sûr que ces reports-là sont punitifs. Peut-être qu'ils ne sont pas sur vos dossiers de crédit chez Equifax ou TransUnion, et peut-être que oui, d'ailleurs, on ne sait pas encore réellement. Une chose qui est certaine, c'est qu'à l'interne, à la banque à laquelle vous allez demander un report, il va y avoir une note de dossier. Ça va être vu, il y a un historique qui va être créé. C'est pas vrai que parce que le COVID, c'est différent, c'est nouveau, puis blablabla. Bla, bla, bla. Ça, les gens qui ne comprennent pas les cycles de marché disent toujours ça. Cette fois-ci, c'est différent. Non, c'est pas différent. C'est toujours la même chose. On dit que les cycles de marché
ils riment toujours. Ils ne sont pas toujours pareils, mais ils riment. Il y a toujours quelque chose qui se ressemble là-dedans. Ça va être la même chose, encore une fois, cette fois-ci. Donc, prenez des reports qui sont non punitifs. Plusieurs villes ont annoncé qu'on peut reporter nos taxes municipales et scolaires sans punition. Ça, c'est pas punitif. Je prendrais davantage ça. Également, Hydro-Québec, je pense que Gaz Métro également, on dit, vous pouvez reporter vos paiements, il n'y aura pas de pénalité, il n'y aura pas d'intérêt. Donc, j'aurais tendance à protéger mon cash flow de mes immeubles en prenant ces reports-là. Reportez votre hypothèque, faites-le seulement en dernier lieu, vraiment, vraiment en dernier lieu. Faites-le pas tout de suite. Ça fait 2 semaines qu'on est en crise. Vous n'êtes même pas sûr encore que vos locataires ne paieront pas le 1er avril. Puis en réalité, il n'y a pas de raison qu'ils ne payent pas le 1er avril. Écoute, s'ils ont été congédiés, là, il leur reste un chèque de paye à recevoir. Je ne comprends pas pourquoi ils ne paieraient pas leur logement. Ils vont-tu payer leur épicerie? Oui, parfait. Puis en plus, ils vont recevoir de l'argent au mois d'avril. Donc, normalement, pourquoi ils ne paieraient pas leur loyer au mois de mai, puis juin, puis juillet? Puis où? Parce qu'ils vont recevoir 4 fois, c'est quoi? C'est 2 000 $ par mois. Donc, attendez avant d'aller chercher un report de votre paiement hypothécaire, de votre capital sur votre paiement hypothécaire, parce que je vous le dis, ça va être punitif. Croyez-moi pas, ça va être punitif. Je traite avec toutes les grandes banques, je traite avec des gens très haut placés, j'analyse, j'étudie les cycles de marché, les comportements banquiers, les comportements de la haute finance, ça va être punitif. Peut-être pas de la manière que je dis que ça va être punitif, mais je vous le dis que ça va être punitif. Donc, reportez ça, prenez pas ce report-là, à moins que vous n'avez absolument besoin, puis prenez-le pas tout de suite, parce que le message que vous envoyez à vos banquiers, c'est au premier signe de petite crise ou de crise, vous êtes plus qu'à payer votre hypothèque. Quelle sorte d'investisseur immobilier êtes-vous? Vous gérez aussi mal votre portefeuille immobilier que dès le premier mois, vous avez besoin de reporter votre hypothèque. Ça n'a pas de bon sens. Là. Après ça, là, oubliez ça que cette banque-là ou cette institution-là ou ce directeur-là va vous suivre dans votre croissance. Vous venez de perdre toute crédibilité comme investisseur stratégique, intelligent et bien structuré. Je vous le dis. Donc, très important. Zéro CAPEX, pour les gens qui n'ont pas fait les cours chez MREX en ingénierie financière, CAPEX, c'est un acronyme anglophone pour Capital Expenditures, donc des dépenses en capital. Alors, je dirais qu'en ce moment, je ne toucherai pas à tout ce qui est rénovation, amélioration, optimisation, investissement en capital dans vos immeubles. Touchez pas à ça. Mettez ça sur pause. Écoute, c'est sûr que si un robinet qui coule ou il y a un dégât d'eau, effectivement, on ne laissera pas nos locataires dans ça, mais allez pas faire des améliorations locatives présentement. C'est vraiment pas le temps de faire ces améliorations locatives-là tant qu'on ne sait pas vers où le marché s'en va. Gardez votre cash, gardez vos marges, gardez les liquidités que vous avez au cas où ça pète, au cas où on se ramasse dans une récession profonde, comme c'est très possible. Donc, gardez votre cash flow. Je dirais, deuxièmement, on a fait un super de webinaire hier avec 4 des plus grands gestionnaires immobiliers au Québec. Ça va être disponible d'ailleurs sur YouTube la semaine prochaine. Communication avec vos locataires pour réduire les mauvaises créances ou réduire la possibilité de mauvaises créances. Tu sais, vos locataires, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui font de la pression, il y a beaucoup de groupes de pression, des gauchistes, des anarchistes qui essaient de dire aux gens « Payez pas votre loyer, payez pas votre loyer ». Moi, je vous dis, sais-tu quoi? Je vais te laisser pas payer mon loyer le jour où tu vas rentrer à l'épicerie, puis tu ne payeras pas ton épicerie, puis qu'en sortant, là, la police ne t'arrêtera pas, puis ils ne vont pas te mettre en prison. Tu veux un loyer gratuit? Parfait. Va voler ton épicerie, va voler de l'essence, là, puis tu vas en avoir un loyer gratuit. Ça s'appelle la prison. Donc, paye ton loyer. On peut prendre des ententes pour t'aider si tu as de la misère financièrement, mais paye ton loyer. Puis si tu veux qu'on continue comme propriétaire de t'offrir un service, de t'offrir un besoin primaire essentiel pour l'être humain, c'est-à-dire la sécurité, d'avoir un toit au-dessus de ta tête, bien, il faut que tu comprennes également que moi, comme propriétaire, je continue à t'offrir un service, donc c'est anormal que tu ne me payes plus pour le service. Alors qu'en plus, le service, moi, me coûte quelque chose d'un point de vue opérationnel. Donc, communiquez gentiment avec la compassion de vos locataires, prenez les devants, puis atténuer la perte possible de mauvaise créance, de revenus en fait, ou si une personne a de la misère à payer parce qu'elle attend justement son 2 000 $, bien, on peut prendre une entente avec ce locataire-là puis lui donner un petit coup de main. Je pense que si vous avez bien géré vos affaires, vous n'êtes pas au dollar près. Ensuite, troisième conseil que je vous donne, c'est maximiser vos liquidités. Là, vous allez me dire, Nicolas, c'est quoi ça, liquidité? En point 3, gestion de cash flow en point 1. C'est quoi, là, tu essaies de remplir ta formation? Pas du tout.
La liquidité, c'est différent que le cash flow. Le cash flow fait partie de la liquidité, mais la liquidité englobe plus que juste le cash flow. Le cash flow, c'est ce que ton immeuble te génère en excédent brut d'opération. Donc, c'est quoi le cash qui rentre à chaque mois? La liquidité, ça englobe également tes marges de crédit, tes cartes de crédit, l'argent que tu as dans ton compte de banque, ton équité, en fait, puis on veut rendre notre équité liquide. Donc, c'est pour ça que je dis ensuite, prenez un retrait d'équité. Si vous êtes capable aujourd'hui de refinancer, vous avez un immeuble qui vaut 1 million, vous avez seulement une hypothèque de 350 000 dessus parce que, je ne sais pas, il a pris de la valeur dernièrement, puis vous avez été un peu paresseux pour le refinancer. Allez refinancer, ressortez le plus possible, allez refinancer au maximum votre immeuble pour ressortir le plus d'équité possible en liquidité. Mettez ça dans votre compte de banque. Donnez-vous un coussin au cas où que votre cash flow ne suit pas ou au cas où tout plante, tout pète, puis qu'ils commencent à avoir des investisseurs qui perdent leurs immeubles parce qu'ils ont fait des conneries en mettant trop de levier sur leurs immeubles, en faisant des subventions du vendeur, en hyper leverageant leurs acquisitions à 100%, à 120, à 140, sans savoir comment gérer leurs risques et faire de l'ingénierie financière. Bien, vous allez pouvoir sauter sur ces opportunités-là et acquérir leurs immeubles et avoir des bons deals comme les investisseurs ont fait en 1994-93. Donc, soyez le plus liquide possible, augmentez vos marges de crédit et également, peut-être c'est le temps d'aller chercher un partenaire. Tu as un chum autour de toi que ça fait un bout de temps qu'il dit qu'il veut investir en immobilier, puis là, en plus, il commence à shaker de la patte parce que la bourse fluctue tellement, il n'est plus capable, il sort son argent de là, il a réussi à la sortir une journée que la bourse avait remonté, fait qu'il n'a pas perdu d'argent. C'est peut-être le temps de dire « Hey, sais-tu quoi? Viens donc partner dans mes immeubles avec moi. » Puis là, j'en mets une parenthèse, il y a certains règlements à suivre là-dedans sur les lois sur les valeurs mobilières. Si vous voulez en savoir plus, le certificat d'ingénierie financière, sinon j'ai écrit souvent là-dessus, respecter les lois sur les valeurs mobilières, mais peut-être que c'est le temps de rentrer ce partner-là, puis de faire en sorte que lui, il vient injecter justement de l'argent dans le compte, dans l'entreprise, dans vos immeubles, pour avoir plus de cash de disponible, de liquide. Si jamais vous avez de la misère avec les immeubles ou si jamais, en fait, il y a des belles opportunités qui arrivent, vous allez avoir le cash pour faire des acquisitions. Donc, très important. Ensuite, quatrième, maintenir les relations et les communications avec les banquiers, les courtiers et les gestionnaires d'immeubles. Pourquoi? Parce que si ça plante, si on se ramasse dans une récession profonde, il va avoir des opportunités incroyables. Plus que de risques, plus que d'opportunités. Votre job en ce moment, c'est de gérer votre risque. Gérer votre risque, minimiser le risque pour profiter des opportunités plus tard. Donc, très important, maintien des relations et communication avec les banquiers. Si vous maintenez les relations, les communications avec les banquiers, puis qu'ils savent que vous allez bien à travers cette tempête, dès que ça va se mettre à mal aller, c'est qui vous pensez qu'ils vont appeler pour ramasser les immeubles de leurs clients qui ne vont pas bien? Puis ça revient à mon point 1. Prenez pas les reports de paiement hypothécaire ou le report en capital. Vous venez de dire à votre banquier que vous êtes finalement dans une mauvaise posture. Vous n'avez pas de capacité de réinjection, vous n'avez pas de liquidité. Faites le contraire, démontrez-lui, écoute, j'en ai pas besoin, ça va bien, toutes mes affaires sont bien gérées. Puis en passant, si tu as des propriétaires ou des clients éventuellement qui ont de la misère, fais-moi signe, je suis bien positionné pour les aider à sortir de leurs immeubles rapidement. Donc ça, c'est très, très, très important. Ensuite, S. Renaud, il dit qu'on entend de la musique intermittente. Ben, je ne sais pas, peut-être ça danse dans ta tête ou que ça chante dans ta tête, mais il n'y a pas de musique ici, à part si tu dis que mes paroles équivalent à de la musique. Là. Donc, ensuite, je dirais recalculer vos projections. Les immeubles que vous détenez déjà, là, quand vous les avez achetés, sûrement ou j'espère que vous avez crunché l'immeuble dans une espèce de chiffrier ou dans un Excel ou quelque chose du genre. Prenez donc vos analyses initiales, puis maintenant, recalculez donc vos analyses. Vous avez mis 2 % de croissance des loyers pour les 5 prochaines années. Faites donc une croissance nulle ou peut-être même une décroissance selon les statistiques que je vous ai données tantôt. Puis essayez de voir, essayez de jouer avec différents scénarios pour voir c'est quoi la sensibilité de la valeur de vos immeubles. Ça va être quoi le scénario de refinancement? Vos hypothèques arrivent à terme dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. Jouez donc avec une couple de scénarios pour voir qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez pour protéger vos investissements. Vous arrivez à un refinancement dans 1 an ou dans 2 ans, puis vous avez peur de ce refinancement-là, bien, refinancez donc aujourd'hui. Mettez-vous un beau terme de 5 ou de 10 ans pendant que les taux d'intérêt sont bas, puis enlevez ce risque-là de refinancement. Parce que
les deux plus grands risques en immobilier multilogement, c'est le risque au niveau liquidité cash flow annuel, c'est-à-dire de ne pas être capable de payer son hypothèque et ses dépenses par des pertes de revenus. Et l'autre, c'est au refinancement ou à la revente, d'arriver à si vous refinancez dans un moment baissier, ça se peut que vous ayez à réinjecter de la mise de fonds parce que les valeurs économiques ont droppé puis vos valeurs marchandes ont droppé. Donc, très important de refaire vos chiffres continuellement, être à jour. Ça s'appelle de la gestion de portefeuille active. Si vous détenez un immeuble, vous devriez faire ça au moins à chaque trimestre, recalculer toutes vos affaires, essayer de projeter puis de planifier qu'est-ce qui va arriver. Si vous étiez sur le bord d'acheter un immeuble, que vous ayez déjà un immeuble ou non, peut-être que vous allez faire votre première acquisition ou juste votre prochaine acquisition. Je dirais, si vous êtes déjà dans une acquisition, recalculez les analyses que vous avez faites pour arriver à l'offre d'achat et, c'est quoi, peut-être renégocier votre offre d'achat. Les paramètres ont complètement changé en 2-3 semaines. Alors, c'est normal qu'il y ait une renégociation. Je dirais que c'est très important. Utilisez bien sûr les clauses qui sont dans vos promesses d'achat pour être capable de rejouer avec ces acquisitions-là. Si vous n'étiez pas déjà dans une acquisition, bien, peut-être c'est le temps de modifier la manière que vous analysez vos acquisitions. Je l'ai dit tantôt, si dans votre chiffrier, vous mettiez tout le temps 2-3 % de croissance des revenus par année, bien, peut-être mettre 0 % de croissance des revenus pour cette année, l'année prochaine. Puis après ça, remettre 2 % de croissance. Tu sais, des petites choses comme ça pour venir rendre peut-être vos analyses un peu moins génériques et plus adaptées à la situation qu'on vit présentement et aux situations que ça se peut qu'on ait à vivre prochainement. Ensuite, assurez-vous que votre dossier de crédit et votre dossier de prêt, votre dossier est prêt pour bouger rapidement. Tu sais, il n'y a rien de pire que de ne pas avoir son dossier de prêt pour quand vous faites une acquisition ou un financement. Moi, j'ai un Google Drive avec mes partners. Toutes nos T4, toutes nos déclarations d'impôts, nos bilans, tout est à jour, tout est là dans le Drive. Quand j'arrive pour faire un financement d'un immeuble, j'envoie un lien Google Drive au directeur 1 minute après que j'ai pris contact avec. Ce qui fait en sorte que mon financement peut sortir rapidement. Je suis prêt à bouger rapidement. Les courtiers savent que je peux faire des acquisitions très rapides. Alors, ça, c'est très important aussi pour être capable d'aller chercher peut-être des opportunités parce que d'autres investisseurs ne seront pas capables de bouger aussi rapidement que vous. Et bien sûr, bien, assurez-vous que vos liquidités sont prêtes. Également, banquier et courtier, communique ton agilité. Donc, communiquez cette agilité-là, autant avec les banquiers qu'avec les courtiers. Faites-leur comprendre que vous êtes prêts à bouger, vous êtes prêts à bouger rapidement. Ils vont être contents de pouvoir faire des transactions rapidement. Puis, plus que vous pouvez bouger rapidement, bien, techniquement, plus que vous devriez avoir un escompte sur la transaction. Ensuite, sois patient, éduque-toi et surveille ce qui se passe. Écoute, je ne peux pas taper sur ce clou-là encore plus, mais éduquez-vous, c'est important. Je vous félicite d'être là aujourd'hui, un samedi, à vous éduquer. Allez-y le plus loin possible. Éduquez-vous, que ce soit avec JF Tremblay, que ce soit avec Justin Larochelle, Primo Facile, que ce soit avec nous, avec le certificat d'ingénierie financière chez MREX, la BERT, que ce soit les formations en ligne, notre collège en ligne. Éduquez-vous, lisez des livres, écoutez des podcasts, écoutez des présentations, discutez avec les gens dans les forums de discussion. Essayez de pousser votre éducation le plus possible parce que, ultimement, on est dans un air incroyable pour devenir des meilleurs investisseurs. C'est un apprentissage incroyable. Vous vivez un moment historique. Et l'expérience, il n'y a pas une meilleure manière d'avoir de l'expérience que d'être dans l'action et de s'éduquer en même temps et de remettre en question qu'est-ce qu'on fait pendant qu'on est dans cette action-là. Pas juste d'être dans l'action, avec l'éducation, très important, très, très, très important. Et surveillez ce qui se passe. Soyez patient. Soyez pas, comme JF dirait, excités comme des petites vierges, là. Soyez patient. Parce que la meilleure acquisition que vous allez faire, c'est celle que vous n'allez pas faire. Moi, là, j'ai fait 7 acquisitions dans les 6 derniers mois. J'en ai 6 autres à notarier dans le prochain mois et demi, 2 mois avec mes associés. 13 acquisitions, alors que j'ai été un investisseur passif depuis belle lurette. Les meilleures acquisitions que j'ai faites dans ces 13 acquisitions-là, c'est les 3 acquisitions que je n'ai pas faites. Incroyable, là. Il y a un 190 logements que je n'ai pas achetés. Il y a un 340 logements que je n'ai pas achetés. Puis, sérieux, Dieu merci que je ne les ai pas achetés. Parce qu'aujourd'hui, je serais peut-être dans la merde, je serais peut-être dans la misère, je serais peut-être pas aussi bien structuré parce qu'il fallait que je m'étire un peu pour faire ces transactions-là. Puis honnêtement, avec le volume de logement, avec mes réajustements présentement dans mes analyses,
Je ne suis même pas sûr que je les aurais faites, ces transactions-là. C'est des transactions complètement différentes. Donc, c'est important de faire attention parfois, surtout dans un marché incertain comme présentement et possiblement un marché baissier. La meilleure acquisition que vous allez faire, c'est celle que vous n'allez pas faire. Donc, je pense que c'est assez clair. Je vous remonte un peu des screenshots pour vous agacer avec l'application MREX. Tantôt, quelqu'un m'a demandé ça va être quoi le nom de l'application. En fait, c'est MREX simplement. MREX, c'est en anglais Multifamily Real Estate Exchange. En français, la bourse de l'immobilier multilogement. Donc, MREX a été bâti ultimement pour ça, pas pour de la formation, en fait, pour vous donner les outils pour être capable de cruncher et de modéliser des acquisitions et de trouver des acquisitions. Donc, l'entièreté du marché va être sur notre application. Suivez MREX, bien sûr, dans les prochaines semaines. On va vous donner accès à ça très bientôt. N'oubliez pas, plus qu'il y a de risques, plus qu'il y a d'opportunités. Manu Lemire, tantôt, vous a donné une petite gratuité. Je vous offre la gratuité. Allez sur formation en ligne MREX. C'est gratuit pour s'inscrire. C'est le collège virtuel à MREX qu'on a sorti au mois de novembre. Je suis en train de mettre des formations gratuites là-dessus. Je vous les offre. Je pense que c'est important en ce moment de s'éduquer le plus possible. Je sais que certains d'entre vous sont un peu cheap par rapport à l'éducation. Vous ne voulez pas trop dépenser dans votre éducation. Fait que on va essayer de vous aider un petit peu en espérant peut-être un jour vous allez être moins cheap. Parce que moins que vous êtes cheap dans votre éducation, puis plus que vous allez être patient dans vos acquisitions, plus que vous allez sortir des opportunités incroyables d'enrichissement. Tantôt, quelqu'un a dit « J'aimerais ça être investisseur en 2011-2012. J'ai manqué le bateau. » Inquiète-toi pas. Il y a un autre bateau qui s'en vient, puis quand ce bateau-là va partir, là, ça va être le Titanic, je pense, si on se fie à aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe. Alors, inquiétez-vous pas là-dessus. C'est tout. J'ai rien d'autre à dire. On peut passer aux questions. Alors moi, j'invite les gens à poser vos questions dans le chat. Nicolas est disponible encore pour un 15 minutes avec nous. Donc, il y en a eu quelques-unes qui ont déferlé depuis tantôt. Je ne sais pas si tu les as pris en note. Non, mais je peux passer à travers si tu veux. Donc, Sacha Côté dit « Salut Nicolas, la conférence précédente avec Joanie, on a parlé, selon ton point de vue, la construction livrable pour le 1er juillet. » Écoute, moi aussi, j'ai des chantiers en ce moment, Sacha, puis c'est vraiment au jour le jour. Ça se peut très bien qu'il n'y ait rien qui se passe d'ici le 1er juillet. Tu sais, à date, on a la date du 14 ou du 16 avril, la fin de la quarantaine. Moi, personnellement, aujourd'hui, puis c'est juste mon opinion, là, c'est loin d'être de la science. Je pense que ça va aller au moins jusqu'au 1er mai. Ça ne me surprendrait pas que ça aille jusqu'au 1er juin. Mais j'espère que ça va finir le 1er mai. Je pense qu'il y a beaucoup de gens beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de construction qui vont vouloir bien de la job. Fait que si on est juste en quarantaine jusqu'au 1er mai puis que la construction repart, je pense qu'on va être correct. Sinon, ben écoute, il va falloir trouver des solutions ingénieuses, peut-être faire du lobbyisme auprès du gouvernement, leur faire comprendre que finir les logements, c'est un besoin essentiel. Ils se sont rétractés concernant les notaires. Je ne dirais pas pourquoi on ne pourrait pas les faire rétracter concernant la construction. Surtout que la construction, c'est tellement une partie importante du PIB au Québec et au Canada. Alors, sinon, ben, je sais qu'il y a bien des Airbnb qui sont libres. Fait que peut-être c'est de demander d'appeler tous nos chums qui ont du Airbnb puis d'essayer de relocaliser nos locataires pendant une courte période jusqu'à temps qu'on puisse se sortir de cette misère-là. Donc, j'ai une autre question. Yacine, d'après toi, ça serait quand le meilleur moment pour faire un achat ou pour faire un meilleur retour? À peu près quand est-ce que ça va recommencer à monter? Écoute, Yacine, je te ramène à mes slides de tantôt. On l'a vu, là. Dans le cas d'une récession, ça peut être 5 à 9 trimestres de baisse de valeur. Après ça, on parlait d'environ 4 à 7 trimestres de reprise de valeur initiale. Donc, écoute, ça pourrait baisser de valeur pendant la prochaine année ou deux. Ça pourrait prendre une autre année ou deux avant de retrouver la valeur initiale. Puis après ça, on pourra repartir vers un marché, un bull market. Encore là, je parle à travers mon chapeau, là. Je ne sais pas. Ça, c'est en se basant sur l'histoire. C'est pas toujours la bonne chose à faire, mais bon, je dirais, essaye pas de timer le marché au point que tu dis, je vais acheter quand ça va être le plus bas. Puis, en fait, Howard Marks, un des meilleurs investisseurs de l'histoire, lui, ce qu'il dit, c'est acheter pendant que ça baisse, puis acheter pendant que ça monte. Donc, si tu fais plusieurs achats, ça dépend aussi de ta capacité d'achat, peut-être tu te mettras en partenariat, mais tu ne peux pas juste attendre que ça soit au plus bas.
On achète que ça baisse. Ultimement, je pense que dans une récession, il y a une perte de valeur, mais la valeur, c'est une perte de valeur émotionnelle. Je l'ai dit tantôt, les cycles de marché sont affectés par la psychologie. Bien sûr, les gens perdent leur job et tout ça, mais ça finit par revenir. Donc, la réelle valeur intrinsèque de l'immeuble n'est pas perdue. C'est juste qu'il faut que tu t'assoies dessus, puis peut-être que sur papier, pendant un bout de temps, tu as une perte de valeur. Donc, je dirais que c'est vraiment la meilleure chose. Ensuite, Jean-Gabriel Langlois dit « Nicolas, tu parlais de ne pas faire de travaux d'optimisation, mais j'ai évincé une locataire et je dois rénover le logement pour le relouer, alors je devrais quand même commencer des travaux. » Écoute, ça t'appartient. Moi, j'ai un immeuble en ce moment, un 6 logements, j'ai déjà 3 logements de vide. Je ne touche pas à ça. J'ai dit à mon partner, reloue-moi ça. C'est un immeuble de pas très bonne qualité. Là, on s'entend, là, c'est un 6 logements que j'ai payé 300 quelques mille. J'allais mettre à peu près un 500 000 dans l'immeuble en rénovation. Mais oublie ça, là. J'ai dit à mon partner, remets des locataires là-dedans. Je m'en fous qui tu mets là-dedans. Là, tu mettras Monsieur Bougon, Jean-Pierre II, puis peu importe, mets là-dedans, puis regarde, on s'assoit là-dessus pendant un an, le temps de voir qu'est-ce qui va se passer. Parce que l'autre problème, c'est que si tu rénoves ton logement, moi, je mets à peu près 60 000 de rénovation par logement pour un 4,5. Après ça, tu te ramasses avec un logement haut de gamme. En période de récession, un logement haut de gamme, c'est pas bon. Donc, j'aurais tendance à rester loin de ça. Si tu fais juste des petites rénovations cosmétiques, puis tu montes ton loyer de 600 à 750, OK, peut-être. Moi, c'est parce que je fais des rénovations de 60 000 par logement pour un 4,5, des logements qui étaient à 500, 600 $ par mois, puis que je viens monter à 1000, 1100, 1150 par mois. Donc, c'est relatif. Ensuite, j'ai une question ici, Nicolas. Ouais, vas-y. Alex, ça serait quoi l'avantage d'être liquide maintenant versus refinancer au moment de l'achat si l'acquisition est prévue bientôt? Alors, je peux comprendre pour fixer le taux d'intérêt. Est-ce qu'il y a d'autres raisons? Oui, parce que ça se peut que tu sois prêt à te refinancer plus tard. En ce moment, les gens parlent de la baisse des taux, baisse du taux directeur encore hier, mais la baisse des taux, souvent, ce que ça amène, c'est que les banques considèrent que le marché est plus risqué. Ils resserrent les paramètres pour octroyer un prêt. Puis encore plus, vu qu'ils donnent des reports de paiement à beaucoup de propriétaires présentement, je pense chez Desjardins, il y a eu quelque chose comme 5 ou 10 000 demandes de report cette semaine. Mais ça fait en sorte qu'il y a moins d'argent qui rentre à chaque mois à la banque ou à l'institution financière. Donc, ils doivent protéger leur liquidité. Puis Joanie, tantôt, a parlé d'assouplissement quantitatif, c'est-à-dire la Banque du Canada qui imprime l'argent, qui rachète des titres des banques pour que les banques reçoivent plus d'argent dans leur coffre. Malheureusement, après 10 ans d'assouplissement quantitatif, ce qu'on se rend compte, c'est que cet argent-là, là, il n'y a pas d'effet de ruissellement complet. Si la banque elle reçoit 100 millions de la Banque du Canada, elle n'ira pas faire 100 millions de prêts. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc, ça se peut que tu aies de la misère à te refinancer. Je sais que présentement, il y a plusieurs institutions financières multilogements qui ne font plus de nouveaux financements. Fermé. C'est pendant les 60 prochains jours, c'est fermé. Essaye d'aller chez CMLS, essaye d'aller chez People's Trust. Oublie ça, là. Tu ne pourras pas te financer pendant au moins les 2 prochains mois, c'est terminé. Ça veut dire que tu ne pourras pas faire ta demande avant 2 mois. Ça veut dire que tu en as pour au moins 3, 4, 5 mois avant de te financer. Donc, la raison dont je dis ça, c'est si tu es capable de te refinancer tout de suite, fais-le, sors ton équité, tu vas être liquide, tu sais qu'au moins tu vas l'avoir cet argent-là, contrairement à être pris dans l'équité de ton immeuble. Génial, merci beaucoup. On a Pierre qui demande est-ce que c'est avantageux d'acheter et louer des maisons résidentielles? Au Canada, il n'y a pas un grand marché pour ça, surtout pas au Québec. On n'a pas cette mentalité-là, puis on n'a pas la population pour ça, contrairement, par exemple, aux États-Unis. Ce qui m'inquiète toujours quand on achète des maisons pour les louer, c'est le CAPEX. C'est le ratio de travaux qu'on a à faire, d'entretien, de rénovation, de maintien de valeur de la propriété versus réellement le loyer qu'on peut aller chercher. Tu sais, ta toiture, tes portes, tes fenêtres. Fait que c'est sûr que plus que j'ai une bâtisse qui a du volume de revenus, donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 logements, je pense que ça fait beaucoup plus de sens. Je n'irai pas vers les maisons. Puis l'immobilier des maisons a tendance à fluctuer dans sa valeur beaucoup plus que le multilogement. Je l'ai montré tantôt que le multilogement fluctue moins dans sa valeur, surtout négativement, versus les autres types d'immobilier commercial. Les maisons, c'est pire. Merci, Nicolas. Question de Jean-François Lauzon. Si la valeur marchande a baissé au terme d'un financement SCHL 5 ans et que le solde de l'hypothèque représente plus de 85 % de la valeur marchande, est-ce que le prêteur pourrait nous exiger de réinjecter de l'argent?
Oui, effectivement, il pourrait exiger de réinjecter de l'argent. Ça s'appelle une recapitalisation. Encore là, c'est pas toujours donné que c'est ça qu'ils vont faire. Peut-être qu'ils vont te permettre de simplement renouveler ton prêt, mais avec un taux d'intérêt merdique. Donc, maintenant, là, ça va être un choix de qu'est-ce que tu veux faire. Est-ce que tu veux que ton service de dette soit plus élevé, en fait, ton paiement hypothécaire soit plus élevé, ou est-ce que, pour le même montant, ou est-ce que tu veux avoir plus de liquidité dans tes poches? Moi, j'ai tendance à aller vers avoir plus de liquidité dans mes poches versus le cash flow parce que les liquidités dans les poches, souvent, peuvent contrer cette augmentation-là de dépenses pendant longtemps, bien plus que d'avoir une hypothèque qui coûte moins cher à chaque mois. Génial. On a Gretel qui se questionne si on a des locaux commerciaux dans un semi-commercial, quoi faire? Elle pense reconvertir en fait en logement résidentiel. Si tu es capable, oui. Moi, j'aurais tendance à le faire. C'est un bel arbitrage d'ailleurs. Je pense que c'est le cours. J'ai sorti un cours dernièrement sur formation en ligne MREX sur l'arbitrage de la création de valeur. C'est une des très belles manières de créer un arbitrage parce que si tu as un immeuble semi-commercial, il se finance en partie en commercial mais en partie en multirésidentiel. Le financement multirésidentiel est beaucoup plus avantageux. Je ne rentrerai pas dans les détails présentement parce que ça va être peut-être un peu compliqué pour les gens qui écoutent de comprendre comment. Mais si tu es capable et que la ville le permet de convertir ton commercial en résidentiel, ça va être vraiment avantageux autant au niveau de ta valorisation, autant au niveau de ton financement possible. Et bien sûr, on sait, dans plusieurs endroits, le commercial en ce moment a été fortement affecté. Je pense que ça ira pas mieux dans les prochaines années. Fait que je pense que ça peut être un bon move, effectivement. Excellent. J'ai une question de achat multiplex. Nicolas, comment peut-on avoir un soulagement lorsqu'on paye du 12 % à un prêteur privé? Comment on peut avoir du soulagement? Fait que vous achetez un multiplex avec un prêteur privé, sûrement. Comment on peut avoir du soulagement? Écoute, si tu as acheté un bloc avec un prêteur privé, sûrement c'est pour faire une optimisation. Ton optimisation, en ce moment, elle doit être gelée. Tu vas avoir peur de ne pas être capable de la faire puis de ne pas être capable de refinancer. Ça doit être sûrement ça la question. Moi, j'en ai des achats présentement avec des prêteurs privés aussi que je suis un peu pris dedans présentement. Ben, c'était correct, j'avais prévu le coup. Écoute, essaie de leur financer avec un prêteur plus traditionnel si tu es capable. Si tu n'es pas capable, peut-être d'aller chercher des partenaires en équité. Le partenaire en équité va te coûter moins cher par mois que le prêteur privé, mais au final, il va te coûter plus cher sur l'ensemble du projet parce qu'on s'entend que de l'équité, généralement, va te coûter à peu près un 15 à 35 % de taux de rendement interne, donc de rendement. Quelqu'un qui investit dans un projet va vouloir du 15 à 30 % normalement, je pense, de base en immobilier multilogement. Peut-être si tu es chanceux, du 10 à 12. Alors, ton prêteur privé va te coûter du 10 à 20, mettons. Sauf que le prêteur privé te coûte du 10 à 20 tout de suite à chaque mois versus que ton partenaire va te le coûter sur l'ensemble du projet. Fait que c'est vraiment plus une question de qu'est-ce que tu as. J'ai pas assez d'informations sur ton dossier pour te répondre de manière plus précise, malheureusement. Génial. On a le temps pour une dernière question de Louis-Pascal Tremblay. Pourquoi est-ce que tu as investi autant en Sherbrooke versus Québec qui offre relativement des TGA similaires? Les TGA sont plus élevés à Sherbrooke, premièrement. Je ne me fie pas juste au TGA, par contre. Donc, je ferai attention à cette corrélation-là. C'est vraiment au niveau démographique. J'ai, en fait, deux choses surtout. Démographique, donc mon optimisme par rapport au marché de Sherbrooke. Le marché de Sherbrooke était plus bas que le marché de Québec en termes de valeur. Puis je pense qu'il y a plus de croissance à Sherbrooke, potentiel et relatif qu'à Québec. Donc, ça, c'est une des choses. Je trouvais que les propriétaires d'immeubles à Sherbrooke n'avaient pas encore compris ou vu la beauté de leur marché. Moi, je l'ai vu étant un outsider. Donc, je voulais comme en profiter. À Québec, il y a beaucoup de compétition, beaucoup plus qu'à Sherbrooke. Maintenant, il y a plus de compétition à Sherbrooke, par exemple. Là, je pense que j'en ai tellement parlé, puis il y a tellement eu d'étudiants de la Meurthe multilogement qui sont rendus là que c'est peut-être moins le cas qu'il y a 6 mois, 1 an. Donc, je dirais économiquement, démographiquement, j'aimais un peu mieux Sherbrooke. Je trouvais qu'il y avait plus de potentiel inutilisé à Sherbrooke versus Québec. Et deuxièmement, je dirais concours de circonstances. En réalité, je n'étais pas en phase d'achat l'année passée. J'ai fait une offre d'achat sur un immeuble qu'un de mes chums courtiers immobiliers à Sherbrooke avait. J'ai fait l'offre d'achat, honnêtement, sans aucune intention d'acheter le bloc. Mais tu sais, je sais pas, j'avais le goût de faire une offre d'achat, j'avais le goût réellement de niaiser un peu. Finalement, j'ai gagné l'offre.
Puis mon offre était tellement bonne que je me suis dit, j'ai comme pas le choix de l'acheter. Puis je ne voulais pas niaiser mon chum courtier finalement. Fait que je l'ai acheté. J'avais beaucoup de contacts à Sherbrooke. Mon courtier Joe Grandmont. Il y a un autre courtier que je connais très bien, Doug Glaude aussi. Mon notaire Olivier Abinader, qui est enseignant chez MREX également. Beaucoup d'étudiants de MREX qui étaient déjà sur place. Il y a un gestionnaire à Sherbrooke, même 2 gestionnaires à Sherbrooke qui sont étudiants chez MREX. Donc, ça faisait en sorte que finalement, ça faisait du sens. Puis je m'étais mis dans un coin. Puis je le dis souvent, une bonne transaction amène d'autres bonnes transactions. Fait que cette transaction-là m'a amené à une autre transaction que je n'ai pas eu le choix de faire. Écoute, le vendeur me finançait quasiment l'entièreté de l'immeuble avec des conditions extraordinaires, pas besoin de banque dans le dossier, beaucoup de potentiel dans l'immeuble. Quelqu'un avait fait faillite sur l'immeuble avant. Fait que c'est un immeuble difficile à gérer. Fait que j'aime ça, moi, ces types d'immeubles-là. Alors, je l'ai acheté, puis ça en amenait un autre, ça en amenait un autre, ça en amenait un autre. Puis finalement, 13 acquisitions plus tard, 7 mois et demi plus tard, c'est ça, je suis là, mais je dis pas non à Québec. Écoute, même au contraire, j'ai essayé d'acheter un immeuble d'envergure à Québec. Malheureusement, j'ai fini 2e dessus. Fait que c'est vraiment un concours de circonstances plus qu'autre chose. Merci beaucoup, Nicolas. Ça a été très apprécié. Des super commentaires qui ont déferlé sur le chat. Puis en terminant, il y a Sophie Bernet qui voulait que tu redonnes le lien de la formation en ligne. Absolument. Je vais le donner ici dans les commentaires. Peut-être le dire aussi pour les gens là, qui ne suivent pas sur le chat. Oui. Donc, c'est formation en ligne mrex.com, formation au singulier. Formation en ligne mrex.com. Je vais vous le mettre dans le chat. Super. Un gros merci. Moi, je pense que les gens te donnent une bonne main d'applaudissement. C'est virtuel, c'est moins le fun que du live dans une salle, mais moi, je sens de l'amour sur le chat, en tout cas, pour le moment. Merci beaucoup, j'apprécie l'écoute de tout le monde. Bonne journée à tous. Bon succès.